Bonjour. Alors on va corriger aujourd'hui l'exercice 5, toujours sur les applications linéaires. Donc je rappelle rapidement l'énoncé de cet exercice. Vous avez un endomorphisme qui s'appelle P, on va voir pourquoi on lui a donné ce nom-là, un endomorphisme de Rn. Et cet endomorphisme, c'est un endomorphisme particulier, il vérifie la relation P rang P est égal à P. Et donc, on va commencer d'abord par des généralités sur cet endomorphisme-là, qui vérifie cette propriété particulière, et après on va passer à un exemple particulier. Alors, la première chose à démontrer, c'est que si vous prenez n'importe quel vecteur de Rn, alors le vecteur x moins p de x appartient au noyau de P. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose qu'il faut démontrer, c'est que tous les vecteurs de image de P sont leur propre image par P. Après, on va passer à un cas particulier. Je donne un endomorphisme F de R2, qui est donné par cette expression analytique. Et puis, on va demander d'abord sa matrice dans la base canonique. On va demander de démontrer qu'il vérifie bien cette propriété, que f rang f est égal à f. Et puis après, on va chercher à constituer une base de R2 à partir de noyau de f et de image de f. Et on va trouver la matrice de l'endomorphisme dans cette nouvelle base. Alors, on va commencer par la première question, donc un petit a. Donc, on nous demande de démontrer que ce vecteur-là, x moins p de x, appartient à quel de p. Alors, je rappelle, le noyau de p, c'est l'ensemble des vecteurs dont l'image par p donne le vecteur nul. Et là, c'est un réflexe à avoir dans tous les exercices qui vous seront proposés. Si on vous dit qu'un tel vecteur appartient au noyau, eh bien, automatiquement, vous dites que l'image de ce vecteur égale au vecteur nul. Et puis ça vous permettra de continuer et puis d'aller vers d'autres renseignements. Par contre, et c'est le cas ici, si on vous pose la question, ou bien si on vous demande de démontrer que tel vecteur, est-ce qu'il appartient au noyau de P, là c'est autre chose. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut calculer l'image de ce vecteur par P, enfin la calculer jusqu'au bout, et montrer que vous allez obtenir le vecteur nul comme résultat final. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. On va calculer l'image de ce vecteur par l'application P, et on va voir ce que ça va donner. Donc je calcule P de x moins P de x. Alors là, par définition enfin, non, parce que P c'est un endomorphisme, donc c'est une application linéaire. Donc là, c'est P de x moins P de x. C'est-à-dire P de x moins P rang P de x. Or, P rang P est égal à P, donc P rang P de x est égal à P de x. Donc ça, c'est égal à P de x moins P de x. Et ça donne évidemment le vecteur nul de Rn. Voilà. Donc ainsi, x moins P de x appartient à quel de P. Et on va voir tout à l'heure géométriquement ce que ça signifie ce résultat. Alors maintenant, on va passer à la question B. Et cette fois-ci, on vous donne un vecteur quelconque de image de P. On l'a appelé Y. Et vous allez voir pourquoi. Et là, il faut démontrer que quand on va chercher l'image de Y par P, eh bien, on va trouver Y, tout simplement. Alors, je vais commencer par traduire qu'est-ce que ça veut dire Y appartient à image de P. Donc, image de P, je rappelle, c'est l'ensemble de toutes les images des vecteurs de Rn par l'application P.
Et donc, si Y appartient à image de P, ça veut dire qu'il admet un antécédent dans Rn par P. Donc là, je le dis tout de suite, cela implique qu'il existe un certain vecteur X. Alors c'est pour ça que j'ai anticipé, j'ai appelé Y, mais si vous l'aviez appelé X, c'est pas grave, ce vecteur, vous pouvez lui donner un autre nom. Bon, c'est question juste de notation à adapter à chaque fois la situation. Donc il existe X appartenant à Rn, tel que P de X est égal à Y. Donc Y, c'est l'image d'un certain vecteur de Rn par P. Et ça, ce que j'avais dit tout à l'heure pour le noyau, et ce que je viens de dire là pour l'image, c'est fondamental. Chaque fois qu'on vous dit qu'un vecteur appartient à l'image d'une application linéaire, ben, tout simplement la traduction immédiate, c'est ça. C'est que Y égale à P d'un certain vecteur. Et puis inversement, si vous avez un vecteur qui s'écrit sous la forme P d'un certain vecteur, et bien automatiquement, il appartient à image de P. Voilà. Et donc, ainsi, on va calculer P de Y. Alors, le Y, je peux le remplacer par P de X, donc ça va donner P de X, c'est-à-dire P rond P de X, et d'après la propriété qu'on a vue là-haut, ça fait P de X. Et P de X n'est rien d'autre que Y, qui est égal à Y. Donc, conclusion, quel que soit Y appartenant à image de P, eh bien P de Y égale à Y. C'est-à-dire, j'utilise un vocabulaire que j'avais déjà utilisé, tous les vecteurs de image de P sont invariants par P. Et on applique sur l'application P, ben ça ne change rien, l'image reste le vecteur lui-même. Voilà. Donc là, on va passer à la partie 2 de cet exercice. Donc là, je prends cette fois-ci cet endomorphisme et il faut trouver la matrice de cet endomorphisme dans la base canonique. Donc là, je pose M égale, et je rappelle le principe pour trouver la matrice d'un endomorphisme, c'est que je cherche les images des vecteurs de la base en question, en l'occurrence ici c'est la base canonique, et je les exprime dans la base canonique. Et donc je calcule f de E1, c'est-à-dire f de 1, 0, et donc ça va donner 1 cinquième fois, donc 1 plus 2 fois 0, ça fait 1. Et puis, ici, ça fait 2. Donc là, je peux poser déjà la première colonne de la matrice, 1 cinquième et 2 cinquièmes. Ensuite, f de E2 égale à f de 0, 1. Donc ça fait toujours 1 cinquième. Et là, je calcule tout simplement, je remplace x par 1 et y par 0, pardon, c'est le contraire. Je remplace x par 0 et y par 1. Donc ça va donner 2 et 4. Donc là, j'aurai 2 cinquièmes et 4 cinquièmes. Voilà. Et donc j'ai ma matrice ici de f dans la base canonique. Alors ensuite, ça c'est la question A. Ensuite, on me demande de démontrer que cet endomorphisme f vérifie cette propriété, c'est-à-dire que f rond f égale à f. Alors je peux prendre un vecteur xy, appliquer sur lui f la première fois, et puis sur le résultat, appliquer f une deuxième fois et montrer que j'obtiens le même résultat que f de xy. Bon, c'est un calcul fastidieux, enfin un petit peu fastidieux, c'est faisable, mais il y a mieux, c'est que je peux utiliser la matrice. Donc, ce que je vais faire, je vais l'endomorphisme, c'est-à-dire M et la matrice associée
à l'endomorphisme F. Et si je veux chercher la matrice associée à l'endomorphisme F rang F, et bien tout simplement c'est la matrice M fois M, c'est-à-dire M à la puissance 2. Et donc, au lieu de faire ce travail de composition que j'ai décrit au début, c'est pas faux, mais c'est un petit peu fastidieux, je vais faire tout simplement un produit matriciel. Et là, bon, je vous laisse le soin de le faire. Je donne juste le résultat. Donc on constate que M2, donc vous faites le produit matriciel, une colonne, et quand vous allez multiplier la matrice M par elle-même, vous allez trouver la matrice M. Donc comme M2 est égal à M. Donc F rang F égale F. Puisque l'endomorphisme associé à M, c'est F, bien inversement, là, voilà. Et là, l'endomorphisme associé à M2, c'est F rang F. Donc on a bien cet endomorphisme qui vérifie cette propriété. Alors, ensuite, la question elle est un petit peu bizarre. On nous demande à partir de E1, c'est-à-dire du premier vecteur de la base canonique, avoir un vecteur non nul du noyau. Alors bien sûr, ici, je dis je cherche un vecteur du noyau, donc je mets f de r est égal au vecteur nul et je résous l'équation. Je peux faire ça, ce n'est pas faux. Mais vu l'indication qui est donnée, et vu la propriété que j'ai là, c'est que je suis sûr et certain que si je prends n'importe quel vecteur de R2, enfin oui bien sûr, là cette fois-ci je travaille dans R2, si je fais x moins f de x, eh bien, je vais obtenir un vecteur qui appartient au noyau de f. Et donc, en particulier, si pour x je prends le vecteur E1, je suis sûr et certain que E1 moins f de E1 appartient à ker de f. Donc là, je vais dire, d'après la question, enfin, d'après le résultat de la question, donc 1a, je peux dire que E1 moins f de E1 appartient à ker de f. Et bien là, il suffit de calculer, et puis bien sûr, avec l'espoir de ne pas tomber sur le vecteur nul, puisqu'on nous demande quand même un vecteur qui n'est pas nul. Alors, il suffit de faire un petit calcul rapide. Alors, E1 moins f de E1, donc ça va faire le vecteur 1, 0, moins ce vecteur qui est là, c'est-à-dire 1 cinquième, et puis 2 cinquièmes. Et ça donne 1 moins 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. Donc je peux mettre 1 cinquième, enfin même, je vais faire mieux. Donc là, je vais avoir 4 cinquièmes. Alors je vais l'écrire d'abord, 4 cinquièmes, et puis 2 cinquièmes. Et là, 2 cinquièmes est un facteur commun entre les deux coordonnées. Donc je peux dire que c'est 2 cinquièmes, facteur de 2 fois le vecteur de 1. Alors, vous avez le choix. Ce qui est sûr, c'est que ce vecteur-là, il appartient au noyau de f. Et puis bien sûr, si vous faites n'importe quelle combinaison linéaire de ce vecteur, ou bien n'importe quel vecteur collinéaire à ce vecteur, il va appartenir aussi au noyau de f. Donc autant prendre le plus simple possible. Et le plus simple, quelqu'un qui prend r égale à ce vecteur-là, c'est pas faux, mais moi je propose, donc on pose alors r égale le vecteur de 1. Donc ce vecteur-là, on a bien r différent du vecteur nul et r appartient à ker de f. Voilà. Donc voilà, on a ce vecteur-là. Mais bon, ça, on va dire, c'est la méthode, enfin c'est une méthode efficace, rapide, un raccourci rapide. Mais si vous y prenez autrement pour donner un vecteur, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr et certain, c'est que le vecteur que vous donnez,
elle sera, mais ça on va le vérifier après, elle sera collinéaire à ce vecteur-là. Alors là, il suffit d'utiliser le théorème du rang. Regardez le rang de la matrice M. On voit de manière évidente que c'est 1. Et du coup, la dimension du noyau de F, c'est 1. Et donc, n'importe quel vecteur du noyau sera nécessairement collinéaire à ce vecteur, puisque le noyau de F, ça va être une droite vectorielle. Voilà. Donc, en algèbre linéaire, il faut être attentif à ces petits détails-là et voir à chaque fois, chercher à chaque fois le moyen le plus efficace pour arriver au résultat voulu. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la question D. Eh bien, on nous demande un vecteur non nul de image de F. Eh bien, pour obtenir un vecteur de image de F, il n'y a pas de secret. Il faut prendre un vecteur de R2, appliquer sur lui l'application F, chercher son image par F, et le résultat que vous allez obtenir, c'est sûr et certain, c'est un vecteur de image de F. Eh bien, le vecteur le plus simple qu'on peut prendre, eh bien, on peut toujours prendre E1. Donc là, on dit que F de E1 appartient à l'image de F. F de E1 égale, donc on l'a trouvé tout à l'heure, c'était 1/5. Alors cette fois-ci, je mets le 1/5 devant, fois 1, 2. Alors là aussi, j'ai l'embarras du choix. Soit je prends ce vecteur-là et je dis c'est celui-là mon vecteur S, soit je peux prendre n'importe quel vecteur collinéaire à ce vecteur-là et dire, eh bien c'est celui-là. Et de toute façon, il va appartenir à image de F. Puisque n'oubliez pas que image de F, et j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure pour le noyau, sont des sous-espaces vectoriels de R2. Donc, dès qu'il y a un vecteur qui appartient à l'image de F, eh bien, toute combinaison linéaire de ce vecteur, enfin, tout vecteur collinéaire à ce vecteur, il va appartenir aussi à image de F. Voilà, donc, on pose S. Alors, autant prendre le plus simple, comme ce qu'on a fait là. Alors, c'est... Ici, je réalise que j'ai fait une petite erreur. C'est, j'ai oublié un moins. C'est moins de 5e, puisque 0 moins de 5e, voilà. Donc, je reviens, c'est du direct. Donc, je reviens au vecteur S. Et donc, le vecteur S, je peux prendre très bien le vecteur 1, 2. Donc là, on a bien S qui est différent du vecteur nul de R2, et puis S égale à F de 5 E1, puisque j'ai E1, F de E1 est égal à 1/5 de 1, 2, donc si je multiplie les deux vecteurs par 5, je vais obtenir 1, 2 est égal à 5 fois F de E1, mais comme F est un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire, donc c'est la même chose que F de 5E1. Voilà. Donc j'ai mon vecteur S et j'ai mon vecteur R. Alors, ensuite, je vais passer cette partie-là. On me demande de démontrer que, donc c'est la question E, de démontrer que B' qui est égal à la famille, qui est la famille des deux vecteurs RS, on veut démontrer que c'est une base de R2. Ben, tout simplement, comme R2, sa dimension c'est 2, et comme la famille contient deux vecteurs, donc il suffit de démontrer que cette famille est libre. Alors bien sûr, on peut utiliser la définition d'une famille libre, alpha R plus bêta S est égal au vecteur nul, et on démontre que alpha égale bêta égale 0. On peut très bien faire ça. Mais j'avais dit, quand on a deux vecteurs, on regarde tout simplement s'il y a
si l'un est collinière à l'autre, s'ils sont collinières ou non. S'ils sont collinières, la famille est liée. S'ils ne sont pas collinières, la famille est libre. Et là, on n'a pas besoin de faire des grands calculs. On voit bien que les vecteurs R et S ne sont pas collinières. Là, je dis R et S ne sont pas collinières. Donc, B' est une famille libre. Est une famille libre à deux vecteurs dans R2. Donc, alors bien sûr, je vais le mettre entre parenthèses. La dimension de R2 est égale à 2. Donc, B' est une base de R2. Voilà. Et maintenant, comme c'est une base, je peux très bien exprimer, donner une matrice de F dans cette base. Alors, cette matrice, je l'appelle delta. Et je pose toujours le cadre. Tout à l'heure, j'avais mis F de E1, F de E2, E1, E2, puisque je travaillais dans la base canonique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est F de R, F de S, R et S. Alors, R, on a dit quoi? Qu'il appartient au noyau de F. Donc, je vais lui dire R appartient à R de F. Donc, F de R égale au vecteur nul. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'aurai une colonne formée tout simplement de 0. Donc là, 0 et 0. Et puis après, S, c'était quoi? Alors on n'a pas besoin de recalculer l'image de S. Tout simplement, S appartient à l'image de F. Et d'après la propriété qu'on a vue là, donc d'après 1b, et bien tout simplement, f de S est égal à S. Et bien voilà, ça va faire 0 fois R, puisque cette fois-ci, je ne cherche pas à l'exprimer dans la base canonique. Je cherche à l'exprimer dans cette nouvelle base B'. Donc ça va faire 0 fois le vecteur R, plus 1 fois le vecteur S. Donc ça va donner 0 et 1. Et donc, là aussi, on obtient à nouveau une belle matrice diagonale, plus simple que la matrice qu'on avait au départ. Voilà. Alors, je vais donner quand même une petite interprétation géométrique de ça. Alors, je vais effacer donc le vecteur R, je le note quelque part. Donc le vecteur R, c'est le vecteur 2, moins 1, et le vecteur S, c'est le vecteur 1, 2. Alors, si je reviens, donc là, je vais faire une interprétation géométrique, donc, puisque comme je suis dans R2, ça veut dire que géométriquement, je suis dans le plan physique, et je peux utiliser des notions qu'on a déjà vues en géométrie. Alors, donc, interprétation géométrique. Alors, on constate que les deux vecteurs, R et S, sont orthogonaux, puisque si je fais le produit scalaire de celui-là par celui-là, ça va donner 0. Donc là, je vais faire une représentation. Donc là, vous avez le vecteur R, et donc là, vous avez la droite vectorielle qui va représenter, je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Pardon. Je vais mettre ici le vecteur S en premier. Vous allez voir pourquoi. Et puis ici, l'autre droite vectorielle qui est dirigée par le vecteur R. Et donc, si je prends un vecteur quelconque,
un vecteur x ici. Et si je fais le projeté orthogonal de x, de ce vecteur, sur cette droite-là, que je vais appeler, donc celle-là, je vais l'appeler la droite dr, et là, c'est la droite ds. Si je fais le projeté orthogonal, je vais obtenir ça, et donc là, ce vecteur-là, je vais utiliser des couleurs, ça va représenter, c'est ça, P de x. Et du coup, le vecteur qui est là, qui est orthogonal, ici, ça va faire x, le vecteur x, moins P de x. Pourquoi? Ben, tout simplement, si je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là, ça va donner le vecteur x. Et donc, ce vecteur-là, comme il est orthogonal à ds, il est collinéaire à R. Et on voit que quand on fait le projeté orthogonal de ce vecteur sur la droite, on obtient un point. Ça veut dire qu'on obtient le vecteur nul. Et donc, ça explique pourquoi le x moins p de x, vous prenez n'importe quel vecteur, x moins p de x appartient toujours au noyau de p. Pourquoi? Parce que quand vous faites son projeté orthogonal sur cette droite-là, et ben, ça va vous donner le vecteur nul. Et après, vous prenez n'importe quel vecteur, donc je vais prendre un vecteur prolongé de ce côté-là. Je prends un vecteur ici, qui appartient à image ADS, donc qui appartient à l'image de P. Et donc quand on va faire son projeté orthogonal sur cette droite, eh bien, on va obtenir le même vecteur, c'est-à-dire la même direction, le même sens, la même norme, donc on obtient le même vecteur. Donc, pour P, je l'ai appelé P comme projection. Et là, on est dans un cas particulier de projection orthogonale, puisqu'on peut avoir d'autres types de projections. Et vous voyez ce que ça signifie, que x moins p de x appartient au noyau, et quel que soit, c'est-à-dire tous les vecteurs de l'image, puisque l'image se trouve là, c'est-à-dire tous les vecteurs, une fois que vous allez les projeter, ils vont se trouver sur cette droite vectorielle, et un vecteur qui est là-dedans, et bien tout simplement, quand vous le projetez, et bien ça sera sa propre image.